Donc, nous allons consacrer l'après-midi à plusieurs communications qui porteront sur l'âge du fer et sur la période romaine. Nous allons commencer par deux synthèses portant avec des basées sur des travaux archéozoologiques. Tout d'abord, donc Sylvain Foucras, qui a travaillé sur l'âge du fer dans la région d'Auvergne et qui va nous présenter une synthèse. Et puis ensuite, donc David Cambou, qui va nous présenter une synthèse sur la Bourgogne, donc deux régions pour l'âge du fer et pour la période romaine, qui vont être abordées. Oui, donc on va commencer sur la région Auvergne. Alors en fait, je ne vais pas présenter une synthèse, pas tout à fait, sur l'archéozoologie en Auvergne, mais je vais centrer ma présentation sur la question des boucheries, des lieux de boucherie notamment, et des zones réservées à cette activité, et donc aux bouchers. Donc pour situer... on est donc en Auvergne, donc dans le centre de la France. Et celui-là, on entend mieux là ? Comme ça va mieux ? Je vais me rapprocher. Compliqué. Là, ça va ? Voilà. Donc pour situer un peu géographiquement, et de manière un peu plus précise, on se trouve dans le Puy-de-Dôme, dans ce qui constitue en fait le centre du territoire des Arvernes, donc le peuple gaulois de la région Auvergne. Et donc on est dans le sud de la plaine de la Limagne, juste à côté de l'actuelle ville de Clermont-Ferrand. Et donc je vais essayer surtout de centrer mon propos sur ce qui nous semble, en tout cas pour cette région, être l'apparition de ce qu'on va pouvoir qualifier de boucherie, en tant qu'atelier et préparation des viandes. Et en préambule, et donc on va parler pour ça du site de Coran. Et en préambule à ce site, je voulais d'abord faire un aperçu très rapide de ces activités de boucherie au siècle précédent, c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ, pour poser un peu les questions, faire un état général de la question, au moment où on arrive justement avec ce site de Coran et à l'apparition de cette activité de boucherie. Donc le premier de ces habitats, c'est un habitat groupé, donc un village pour faire plus simple. C'est l'habitat groupé d'Aigues-Perses qui se trouve donc, comme on l'a vu, au nord de la plaine de la Limagne, qui est daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et deux opérations de fouilles ont été menées sur cet habitat groupé. Une première dans les années 90 au lieu-dit Cloquidor et une deuxième récemment l'année dernière, avenue de Lattre. Donc comme on le voit, ce sont deux sites ou deux secteurs du même site qui sont assez proches, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, qui se caractérisent, comme souvent sur ce type d'habitat, par une série de fosses et de structures assez denses. Donc moi je vais parler plus précisément du secteur de l'avenue de Lattre, que je connais mieux, sur lequel on a prélevé plus de 18 000, presque 19 000 restes animaux. Donc toutes les fosses qui sont en verte, si vous le voyez, sont justement ces fosses qui ont livré des vestiges animaux, des ossements d'animaux. Donc pour faire très très rapidement, il s'agit de fosses d'extraction de marne. Donc c'est un secteur en fait qui a été beaucoup utilisé par l'artisanat, la récupération de la marne pour diverses activités. Et on a du mal à trouver des habitations au milieu, mais on en voit quelques-unes ici, des habitations très légères sur poteaux de bois. Ce qui nous laisse présager en fait que le village, à proprement parler, les habitations, se trouvaient plutôt en périphérie. Donc rapidement, le faciès du point de vue de la faune sur cet habitat groupé. Donc on voit d'abord que c'est partout, dans toutes les structures, dans toutes les fosses, le bœuf qui domine les vestiges animaux et qui représente plus de 55% des restes animaux de ce site, suivi du porc et des caprinés. Que ces animaux ont tous abattu relativement jeunes, voire très jeunes,
que ces ossements présentent en très très grande majorité des traces de découpe, notamment la découpe primaire, c'est-à-dire la découpe effectuée par les bouchers, la première découpe. Donc comme je l'ai écrit, nombreux témoins de découpe primaire rejetées dans les fosses qui suggèrent que le traitement boucher est effectué sur place. La part majoritaire de très jeunes individus qui sont abattus permet d'envisager une importation exogène de ces animaux plutôt qu'un élevage in situ. C'est une chose qu'on voit notamment avec les fermes environnantes qui élèveront des animaux et plutôt des villages comme l'habitat groupé d'Aigues-Perses qui va les importer et les traiter, notamment dans le cadre de la boucherie, sur place. Donc dans la consommation, le porc et les caprinés sont toujours complémentaires et en opposition au bœuf. Et donc, on devine, plus qu'on ne le voit, un choix qui s'opère entre viande de bœuf ou viande de porc, le bœuf étant plutôt voué à la distribution qu'à la consommation des habitants de ce secteur. Le deuxième site que je voulais montrer en préambule, c'est l'habitat groupé d'Olna. Donc là, même type de site, des structures, une grande densité de structures, et 3 secteurs distincts qui ont été fouillés à des périodes un peu différentes. Le secteur de Gandaïa, c'est le grand site qu'on a ici, qui a livré plus de 37 000 restes animaux. La rue Élysée-Reclus, qui est un tout petit site, mais qui a livré elle aussi, proportionnellement à la taille, à la zone fouillée, beaucoup de restes animaux et beaucoup de structures. Avec plus de 3000 restes animaux. Et puis le site de la Grande Borne, également une petite fouille, mais qui a livré plus de 7000 restes animaux. Et l'ensemble donc constitue l'habitat groupé, le village d'Olna. Donc on se retrouve à la même période que le village d'Aigues-Perses, à quelque chose près. Et donc on voit apparaître, si on regarde le faciès phonique, des divergences marquées entre ces 3 secteurs, et surtout entre le secteur de Gandaïa et les 2 secteurs de la rue Reclus et de la Grande Borne qui présentent un faciès très similaire du point de vue des espèces. Et ce qu'on voit, c'est qu'à Gandaïa, comme on l'avait un peu à Aigues-Perses, on a une suprématie des restes bovins, alors que sur les 2 autres secteurs, c'est le porc qui domine, et le bœuf n'est que secondaire, même il est en 3e place derrière les moutons sur le site de la Grande Borne. Donc des différences dans le faciès, aussi des différences dans les âges d'abattage, puisque sur le site de Gandaïa, les animaux sont plutôt âgés, et concernant les bovins, ils sont même très âgés, en majorité. Alors que sur les 2 autres secteurs, là où le porc est favorisé, on a des animaux plutôt jeunes, donc des zones qui sont plutôt vouées à la consommation, et une consommation de qualité. Sur les 3 sites, en revanche, la distribution des parties est sensiblement homogène. Donc le constat, c'est qu'on a une forte sectorisation de cet habitat groupé, qui est d'autant plus surprenant que l'habitat de Gandaïa s'intercale entre les sites de la rue Reclus et de la Grande Borne, qui pourtant se ressemblent énormément. Donc la zone de Gandaïa nous semble orientée vers une utilisation bouchère des bovins, mais factuellement rien ne permet vraiment de l'attester de manière sûre, sinon une légère supériorité des rejets de découpe primaire de la boucherie, mais c'est vraiment léger. Et finalement, on n'a pas grand-chose en fait pour pouvoir caractériser cette zone de boucherie. Alors sur tous ces sites, on a des traces de découpe sur les ossements. Donc là, on va parler plus spécifiquement de la boucherie bovine, mais ça marche aussi pour les porcs ou les caprinés. On voit effectivement, on trouve un ensemble de traces de découpe qui concernent à peu près toutes les parties du squelette. Voilà, les os longs des membres sont souvent découpés au niveau des articulations, les vertèbres sont rasées, etc. C'est des choses qu'on connaît très bien en Auvergne, mais dans le reste de la Gaule. Et puis, ça nous permet de pouvoir reconstituer le schéma de la découpe du bœuf depuis l'abattage. Ensuite, ici au milieu, sur le schéma d'en bas, la découpe primaire, justement, cette première découpe. Et puis, une deuxième découpe, une découpe secondaire, où là, on va plutôt fabriquer, en quelque sorte, les quartiers de viande. Et c'est une découpe qui est plus difficile à différencier de la découpe liée à la consommation. C'est une découpe qui tend plutôt à être du désossage que du tranchage ou l'utilisation de hachoirs. Donc on arrive bien à avoir ce schéma de découpe, finalement. Donc pour finir sur ces sites du IIe siècle avant Jésus-Christ, finalement on peut faire un premier constat. Et donc on a étudié en tout autour de 80 000 restes animaux, et on obtient une vision donc assez précise de cette activité de boucherie qui est plutôt centrée sur les bovins.
Donc des traces de découpe qui sont bien localisées, on vient de le voir, des schémas de découpe établis, une chaîne opératoire qui est assez visible, et puis on identifie ces activités de boucherie à travers les rejets, les déchets de la découpe qui sont dans des fosses liées à l'habitat. Le problème, c'est qu'on ne parvient pas à localiser les ateliers de boucherie au sein de ces habitats. Alors, la question qui se pose d'emblée, c'est est-ce qu'il s'agit de pratiques individuelles, une pratique domestique? Est-ce que chacun abat l'animal chez lui à côté de sa maison et rejette les déchets? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une découpe, on parle pour le bœuf, d'une découpe collective qui va être faite à l'échelle d'une population ou d'une société? En d'autres termes, on va poser la question de cette façon, où et comment opérer ces artisans bouchers? Donc si on n'avait pas ces réponses sur les sites du deuxième siècle avant Jésus-Christ, on va les trouver donc sur l'oppidum principal des Arvernes, donc cette ville fortifiée qui est occupée à partir du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc entre 100 et 50 avant Jésus-Christ, quasiment jusqu'à la conquête romaine. Donc les fouilles sur le plateau de Coran, ça fait plusieurs années qu'elles ont commencé, plus de 10 ans. Elles ont commencé au départ par le sanctuaire, j'y reviendrai, puis se sont étalées sur les structures environnantes et ont montré tout un enchevêtrement de structures liées à de l'habitat et finalement une trame qu'on peut qualifier d'urbaine, même si le terme est impropre pour les sociétés gauloises. Toujours est-il que ce qu'on a aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est une densité des structures extrêmement serrée, quelque chose d'assez complexe, une trame urbaine donc serrée, des bâtiments qui sont accolés et des espaces de circulation étroits, tout ce qui rappelle en fait une ville à proprement parler. Et 3 secteurs donc se distinguent. Au centre, un sanctuaire, un grand sanctuaire qui est situé au centre du plateau, au centre de la ville en quelque sorte, devant lequel on arrive à dégager une grande place centrale. Et puis au nord de cet ensemble, un premier secteur qui a été fouillé pendant 4 années entre 2006 et 2010, où on a une forte densité de structures et une forte densité surtout de vestiges liés à l'artisanat, j'y reviendrai, et liés au commerce. Et puis à l'est, une deuxième zone, c'est celle qu'on fouille actuellement, jusqu'à l'été dernier, qui constitue une zone d'habitat. Alors mon plan n'est pas tout à fait à jour. Depuis, on a fouillé toute cette partie-là, et donc on voit bien maintenant des habitations qu'on arrive à bien individualiser. Donc, si on regarde les ossements animaux et le faciès qu'on va avoir sur ces 2 secteurs-là, on voit que dans la partie donc, où on a cet habitat, qui est un habitat de type aristocratique, la consommation est essentiellement tournée sur le porc. Plus de 50% des restes animaux qui sont prélevés dans ces zones-là sont des ossements de porc. Le bœuf ne constitue que 29%, moins de 30% en tout cas en moyenne dans les structures, et les caprinés que 15%. À quelques centaines de mètres seulement, sur ce secteur nord, donc sur lequel on trouve beaucoup de vestiges artisanaux, on va avoir un faciès tout à fait différent, avec une suprématie des restes de bœuf, plus de 66%, alors que le porc ne constitue que 9,5%. Donc on a vraiment quasiment une opposition des faciès, sachant que le mouton, les caprinés pour être un peu plus général, sont à peu près équivalents sur ces 2 secteurs. Donc on perçoit la même sectorisation qu'on percevait ou qu'on ressentait plutôt sur les habitats groupés du IIe siècle avant Jésus-Christ. On est sur le même type de site, en fait, à proprement parler. Donc cet habitat, on va se concentrer sur cette zone, sur ce secteur nord qui livre des vestiges plutôt liés à l'artisanat et qui favorise le bœuf. Alors dans ce secteur, on ne trouve pas davantage de traces d'un atelier qu'on en avait sur les sites du IIe siècle avant Jésus-Christ. En revanche, on trouve un ensemble d'indices qui sont concentrés au sein d'un bâtiment bien individualisé, que je vais vous montrer juste après. Donc on a quelque chose d'assez resserré, et pour la première fois, on commence à localiser une zone dédiée à la boucherie. Elle se manifeste exactement de la même façon qu'elle se manifestait sur les habitats groupés de plaine du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire des rejets de la boucherie primaire dans des grandes fosses à proximité directe des habitations, des rejets détritiques identiques à ceux des habitats groupés, donc, sauf que là, sur l'habitat de Coran, enfin sur ce secteur artisanal de Coran,
on a des rejets de découpe primaire beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on avait sur les habitats de plaine, en partie parce que les restes de la consommation sont très minoritaires. Il n'y en a quasiment pas. Alors que sur les habitats groupés, on avait un mélange dans toutes les structures. Les rejets de la boucherie se mêlaient aux rejets de la consommation. Et bien, ce n'est pas le cas ici, ce qui fait qu'on se retrouve avec des fosses dans ce secteur précis avec 60 à 85% de phalanges bovines, des restes de tête qui représentent 12%, et des éléments de rachis, des colonnes vertébrales en quelque sorte entières, qui sont arasées, qui ont fait l'objet d'une découpe, et qu'on retrouve comme ça sur les sols, sur des niveaux de sol. Donc c'est les illustrations que j'ai mis ici. Donc cette zone, elle est ici sur le plan, donc là c'est un gros plan de ce secteur nord, et donc on voit que tout ça, ça se trouve sur un espace très restreint qui correspond en fait à un seul bâtiment, un bâtiment sur sablière basse et poteaux en façade, donc un bâtiment qui a l'air, qui nous semble ouvert en fait sur toute la façade est, et qui derrière réserve un espace qui n'a pas été construit. Alors malheureusement on n'a pas poursuivi la fouille de ce côté-là, mais a priori il s'agirait d'un enclos du type de ceux qu'on retrouve notamment sur les fermes de la Limagne, avec ce genre de petits aménagements qu'on associe à des greniers. Donc les rejets de la boucherie au milieu de cette zone-là, on les voit. Donc toute cette zone qui est rayée ici, c'est là qu'on trouve les concentrations de rejets de pâtes, de phalanges, notamment bovines, de crânes, de rachis. Très peu donc de restes alimentaires, de restes de la consommation. Donc on a deux zones qui concentrent ce type de rejet. On a des rachis, ici les rectangles rouges, donc des rachis de bœuf entiers, par 2, par 3 parfois. On a des crânes de bœuf disséminés un peu dans toute cette partie nord. Et puis on a tous ces cercles bleus là que j'ai marqués, qui sont des restes de couteaux, des fragments de couteaux, qui sont disséminés sur toute la moitié sud-est, on va dire, de ce secteur. Donc finalement, quand on met tout ça bout à bout, on a quelque chose d'assez cohérent, dans un secteur assez bien délimité, qui renvoie à des pratiques de découpe des viandes, de boucherie, de traitement en tout cas de boucherie. Et cette activité de boucherie, elle s'intègre à d'autres activités artisanales sur ce secteur qui traitent des matières animales, notamment la tabletterie, la pelleterie et la cornetterie. Et il apparaît de cette façon-là une complémentarité fonctionnelle des artisans présents dans ce secteur. Donc ça nous amène à penser que les matières premières sont récupérées directement auprès du boucher. Donc je vais aller très vite, malheureusement. Ce quartier donc artisanal s'organise autour d'un vaste complexe qui s'inscrit dans une trame urbaine de l'oppidum. Et on voit juste à côté de cet habitat qu'on identifie en quelque sorte à l'habitat du boucher, hein, ou à la boucherie avec des guillemets, un ensemble architectural de plans carrés de 40 mètres par 30 mètres. C'est quand même un ensemble architectural assez vaste qui réserve en son centre une place carrée, et qui constitue un édifice à part entière. Il ne s'agit pas de bâtiments accolés les uns aux autres, mais un bâtiment qui a été construit, un complexe en fait, qui a été construit en une seule fois. Et ce complexe nous rappelle notamment un édifice qu'on connaît dans le monde romain, qui est le Macellum. Et il nous le rappelle, donc j'en ai mis quelques exemples ici, avec celui de Coran, le marché en tout cas de Coran en dessous. Et donc la correspondance, elle se fait sur 3 plans, de mon point de vue. Sur un plan architectural, cet édifice de plan carré, fermé, ouvert sur une cour interne, par sa situation topographique, qui se retrouve dans le centre de la cité, à proximité immédiate du forum, et puis par sa fonction, un lieu où on traite et où on distribue les viandes. Donc j'ai pris l'exemple de Pompéi parce que il nous paraît vraiment très similaire à ce qu'on a à Coran. Et de plus, la cité de Pompéi est très proche à bien des aspects de celle de Coran, notamment dans sa taille, 60 hectares environ. Et puis, son Macellum a été construit à la fin du IIe siècle et surtout au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à des périodes tout à fait contemporaines de l'oppidum de Coran. Donc si on regarde un peu comment ça s'organise à Pompéi, on voit qu'on a le temple capitolin ici, qui ouvre sur le forum, le Macellum qui est juste à côté de ces deux ensembles, et puis un petit enclos à bétail, en tout cas ce qui a été interprété comme tel, et une zone où on tuait les animaux, une zone de boucherie.
Si on place le plan de Coran simplifié de la même taille, rapporté à la même taille et orienté de la même façon, on se rend compte qu'on a exactement le même genre d'organisation avec le grand sanctuaire central qui ouvre sur une place. Et à côté, à proximité directe, on a placé cette zone de marché avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, cet habitat dans lequel qu'on interprète comme une zone de boucherie, et à l'arrière duquel on avait cette forme d'enclos. Donc on est sur quelque chose de tout à fait similaire, sans dire que c'est la même chose, on est quand même sur quelque chose de très ressemblant. Alors pour parler des questions qui ont été en plus abordées ce matin dans les questions, oui, sur le rôle du sanctuaire par rapport à ces activités de boucherie. William van Andringa souligne que dans les cités romaines, l'implication du religieux dans les activités du maquillum est totale. La viande d'un animal sacrifié devient profane et intègre le circuit de la distribution publique via les boucheries. Donc si on regarde ce qui se passe à Coran, on se rend compte effectivement qu'il y a cette même proximité très étroite entre ce marché et ce lieu de traitement des viandes avec le sanctuaire. Et donc la mise en place de ce marché directement à côté de ce sanctuaire semble nous montrer, donc c'est une hypothèse que l'on fait, que la religion gauloise est tout aussi impliquée dans les activités commerciales et dans la distribution des viandes. Si c'est le cas, cela n'est pas sans conséquence, parce qu'on a montré ces dernières années sur l'étude des ossements du sanctuaire que les aristocrates gaulois, que les classes dirigeantes avaient une mainmise quasi absolue sur les activités religieuses du sanctuaire. On le voit à travers diverses manifestations ostentatoires de grands banquets qui étaient organisés, tout un tas de mobiliers qui sont prélevés dans le sanctuaire qui montrent la présence ostentatoire de ces élites. Et donc c'est un système complexe qui se dessine alors, avec une classe aristocratie dirigeante qui exerce un contrôle sur la religion, une religion qui serait donc reliée aux activités de boucherie, ce qui suggère, par voie de conséquence, un contrôle du commerce de la viande par ces aristocrates. Donc là c'est le modèle, c'est l'hypothèse qu'on essaye de formuler. L'aspect commercial de cette zone, ça fonctionne aussi parce que c'est sur toute la partie fouillée, la zone qui concentre le plus de monnaie, avec 140 monnaies. On a également des éléments de balance et on a également 220 jetons céramiques qu'on interprète comme des jetons de calcul, en tout cas qui ont une fonction numéraire. Et donc tout ça se concentre dans cette zone, cette zone de marché. Alors la question qui se pose, c'est à quelle échelle se fait cette distribution des viandes notamment, mais aussi des autres artisanats du lieu, mais on parle de la boucherie. Donc distribution à l'échelle de l'oppidum ou à l'échelle de la population arverne. Et il se trouve, comme on l'a vu, comme je vous l'ai montré au début, que la consommation des habitants de l'oppidum, quand on est dans les quartiers vraiment d'habitation, on est dans une consommation qui est largement dominée par les restes de porc. Donc la population, a priori, la population de l'oppidum, consomme plus favorablement de la viande de porc plutôt que celle du bœuf. Or là, on est face à des quantités, visiblement, à des traitements de grandes quantités de viande bovine. Donc, a priori, on a tendance à penser que cette production de viande, cette boucherie, elle n'est pas seulement destinée à alimenter les habitants de l'oppidum, mais beaucoup plus largement les habitants voisins de l'oppidum, voire quelque chose de vraiment plus grande échelle, avec un commerce bien établi. C'est les questions qu'on est en train de traiter en ce moment, avec les dernières fouilles notamment. Donc juste pour finir, pour cette évolution des activités de boucherie, donc depuis déjà le IIe siècle et jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, on peut proposer une interprétation où on verrait deux schémas qui coexisteraient. D'une part, des activités de boucherie domestiques destinées à un usage personnel et occasionnel, qui seraient plutôt centrées sur les petits animaux, le porc et le mouton, qui font l'objet d'un élevage personnel. Et puis, à côté de cela, une activité de boucherie collective établie à l'échelle d'une population et centrée sur le bœuf, qui est déjà visible dans les habitats groupés du IIe siècle avant Jésus-Christ, et puis après avec l'essor des oppidas, donc un changement politico-social, au 1er siècle, donc, cette boucherie a évolué vers l'émergence donc des oppidas, vers une activité commerciale qui est, de notre point de vue, contrôlée par les élites. Donc à Coran, ces changements participent d'un phénomène d'acculturation qui est très visible sur l'ensemble des mobiliers qu'on va retrouver, et une volonté manifeste des habitants de s'adapter au mode de vie méditerranéen, d'où probablement la ressemblance avec le Maquellum et l'organisation urbaine, entre guillemets, de ce centre de l'oppidum, et une activité de boucherie qui semble aller de pair avec cette nouvelle forme d'urbanisation. Toutefois, on conserve des limites dans le maintien de certaines traditions gauloises,
notamment dans la façon de découper les viandes, dans le schéma qu'on a montré tout à l'heure, sur ce schéma de découpe des viandes, avec une découpe primaire très spécifique et une découpe secondaire. Et notamment, ce qui nous paraît révélateur, c'est la découpe des côtes, notamment pour le bœuf. Les côtes qui sont conservées dans la pièce de viande à l'époque, à la période gauloise, sur tous les sites, en tout cas à Arverne, et qui sont donc absentes des rejets de boucherie, et qui continuent à être absentes des rejets de boucherie sur l'oppidum. Et puis on a ces rejets en fosse, à côté des habitats, et tout ça, si c'est le cas, qui s'inscrit dans des cultes religieux de tradition purement laténienne. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette communication qui aborde deux thèmes tout à fait essentiels. Donc la première, c'est le la place de l'artisan boucher, le moment où il apparaît durant l'âge du fer, et en même temps on voit apparaître certains outils comme le couperet. Donc il y a à la fois un système de nouveaux outils, de nouveaux artisans, une spécialisation qui se met en place, et puis une spécialisation spatiale des activités de boucherie spécifiques, mais pour certaines espèces. Et puis la question du profane ou du sacré dans cette découpe, dans ces abattages et dans la consommation de la viande. On va avoir le temps de quelques questions, si vous voulez bien. Oui. Alors on peut se poser la question. Là, le problème, c'est que je parle que des restes animaux, en fait. Il faut remettre ça dans un contexte archéologique avec tout un tas de mobilier de luxe notamment, qu'il y a sur tout l'oppidum. Ce qu'on voit, en fait, sur tout ce qu'on a fouillé, c'est que la population qui vit sur l'oppidum, qui habite là, c'est une population aristocratique partout, pour l'instant. Donc, dans ce qu'on a. Alors il faudra arriver à montrer que cette population esclave, entre guillemets, elle vivrait à un endroit particulier, ou de clients, elle vivrait à un endroit particulier, ce qui n'est pas le cas, parce que ce qu'on ne voit pas en tout cas pour l'instant, moi je ne m'hasarderai pas à le dire, parce que sur la partie que j'ai montrée où il y a ces activités de boucherie et d'artisanat, on a aussi des objets de luxe. Hein. On a trouvé notamment des fibules en or, on a trouvé ce genre de choses. J'ai du mal à penser que ce type de population, elle vive là en fait. Là, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, chaque fois qu'on a des zones d'habitation, entre guillemets, on a aussi une vaisselle de luxe, céramique, entre guillemets, tout ça. On a des pièces de bronze, on a des objets, des outils, tout ça. Ce que ça renvoie pour l'instant, c'est que partout, on a une population qui est d'un rang social assez élevé quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une population de plus basse catégorie, mais elle n'apparaît pas en tout cas dans les vestiges. Donc, si on arrivait à le montrer, alors oui. Si on arrivait à montrer ça pour les Gaulois, oui, absolument. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis juste que pour l'instant, on peut pas. C'est le genre de. Oui, j'avais une question qui est... donc j'explique le sens de ma question. Il y a des animaux qui, dans les pratiques sacrificielles grecques, sont considérés comme impurs. Par exemple, si une vache blanche a une tache noire, elle n'est pas sacrifiable. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on faisait de l'ensemble de ces animaux impurs. Est-ce qu'ils sont injectés ou pas dans le circuit commercial? Et donc ça m'amène à ma question. Est-ce que vous avez trouvé dans les sites que vous avez analysés des animaux entiers enterrés? Est-ce qu'il y a des animaux... Est-ce qu'on a trouvé des dépôts avec... dont on voit clairement qu'il y avait de la viande autour des os ou alors qu'on a des squelettes qui sont en place.
Alors on n'en trouvera pas sur ce type de site-là. Enfin, sur l'Oppidum, il n'y en a pas. Au sein de la ville, il n'y en a pas. C'est que tous les os qu'on retrouve, c'est des os qui ont subi un traitement, qui sont issus de la consommation, de la boucherie, de ce qu'on veut, mais on n'a pas de squelette enterré sur place. Par contre, on en a sur les habitats. Alors, ce sera plutôt en tout cas sur ce que je connais moi, sur les fermes, dans la plaine. Donc, on va effectivement avoir, mais c'est très rare, des animaux qui sont enterrés entiers. Et c'est très difficile en fait de savoir pourquoi ils ont été enterrés là, pourquoi est-ce qu'on les a enterrés en fait. Il y a eu à ce sujet une table ronde le mois dernier à Bibracte qui a essayé de répondre à ces questions-là. Donc, voilà. Mhm. Ouais, c'est ça. D'accord. Comment? Ah bah, c'est la première fois, en tout cas. Bah là, c'est des choses qu'on commence à voir, mais effectivement, cette période-là, cette- j'entends pas. En fait. D'accord. Bon, je pense qu'on reprendra ce thème au cours des journées qui viennent. On va écouter maintenant David Cambeau, qui va nous présenter une communication bœuf, porc, mouton, élevage, production et consommation de la thème finale au Bas-Empire, l'exemple bourguignon. Donc oui, pour ma part, je vais vous parler des notions d'élevage, des productions donc, qui en découlent et de la consommation de viande qui est faite donc, entre l'Athènes finale et le Bas-Empire sur la région Bourgogne. Donc la Bourgogne, en fait, nous semblait présenter plusieurs intérêts, notamment ceux conférés par la densité des voies de communication, à la fois fluviales et terrestres, qui pouvait faire de la région en fait un nœud de communication important à cette période et qui permettant les échanges donc entre des zones méridionales et des zones septentrionales. Un autre point qui nous semblait présenter un certain potentiel, c'était la présence soutenue de l'armée romaine dans cette région, dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui pouvait donc présenter un potentiel de, entre guillemets, romanisation précoce plus ou moins importante. Donc les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui en fait s'appuient sur l'analyse des dépotoirs domestiques d'une quarantaine de sites d'habitat
et uniquement d'habitat. On a exclu tout ce qui était à dominante spécialisée. On a exclu aussi le funéraire et le cultuel. Donc tous ces sites d'habitat sont datés entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et les 3e, 4e siècles après. L'une des premières informations que l'on peut tirer de cette analyse, c'est la nette prédominance donc, des principaux mammifères domestiques, donc, que sont le bœuf, le porc et les caprinés. Ces 3 animaux représentent en fait 75 à 95% des restes déterminés. En parallèle, on observe d'autres groupes qui rentrent de manière minoritaire dans l'alimentation. C'est le cas du cheval et du chien, en particulier pour la teine finale, et de la volaille et du gibier, notamment au cours de la période romaine. Donc, je commencerai par vous présenter rapidement ces groupes entre guillemets secondaires dans l'alimentation carnée, à commencer donc par le cheval et le chien, dont on sent qu'en fait qu'ils sortent petit à petit de l'alimentation carnée. Donc on le voit tout d'abord par la diminution de leur proportion dans les assemblages, même si leur consommation persiste en fait, notamment pour le cheval, elle va persister essentiellement en milieu rural, et pour le chien, elle va persister en milieu urbain. Un autre point qui nous fait dire que ces animaux sortent du cadre alimentaire, c'est la gestion qui en est faite. Avec l'exemple ici du cheval, donc en haut à droite, où à la teine finale, on peut noter une gestion qu'on va qualifier de relativement mixte, avec la moitié des animaux qui sont abattus avant ou au moment de leur maturité pondérale, donc certainement dans un cadre de production de viande, tandis qu'une autre moitié va être abattue au-delà de 5 ans et conservée pour une utilisation du vivant. À la période romaine, la gestion semble totalement différente et on retrouve des animaux qui sont essentiellement âgés, donc pour une utilisation de leur vivant. Donc, on assiste donc à un changement en fait, de statut de ces animaux relativement important qui, petit à petit, semble sortir du cadre alimentaire. Donc un autre groupe, disons secondaire, qui entre dans l'alimentation, c'est la volaille. Donc pour la teine finale, la volaille est très peu représentée, donc ça peut être un état de fait, c'est-à-dire que la volaille est très peu consommée. Le problème, c'est qu'à cette période, on a également des problèmes de conservation relativement importants, qui sont liés à la présence récurrente de structures ouvertes. En ce qui me concerne, en tout cas, la majorité de la faune est issue de fossés qui peuvent rester plus ou moins longtemps ouverts et donc qui présentent en fait des conditions relativement défavorables à la conservation de la volaille. Donc, à partir de l'époque augustéenne, on a des structures qui, a priori, sont fermées beaucoup plus rapidement et qui présentent une meilleure conservation. Et on observe une augmentation de la proportion de volailles donc sur l'ensemble de la séquence, et ce, quel que soit le contexte. On notera d'ailleurs que la volaille est prépondérante sur 2 types de milieux, donc le milieu rural, donc les villas. Donc dans ce cadre-là, on peut associer cette présence de volaille à des sites producteurs. On le voit notamment par des proportions au sein du coq domestique, donc de poules qui sont nettement supérieures aux proportions de coqs, donc au mâle. Et inversement, sur les villes, là où les capitales de cité, donc, on observe également de fortes proportions de volailles. Et là, on pourrait interpréter cela comme des sites en fait, de consommation privilégiés, avec notamment des taux de coqs, donc de mâles, nettement supérieurs à ceux de poules, qui pourraient, en tout cas dans une majorité des cas, signaler une importation de ces volailles depuis le milieu rural environnant. Lorsque l'on s'intéresse en détail à la composition de la volaille, on voit que, quel que soit le contexte, le coq domine très nettement. Toujours est-il qu'on peut noter également la consommation du pigeon comme étant une spécificité, peut-être pas, mais en tout cas assez caractéristique du milieu rural. On la retrouve très fortement sur les villas. Donc, dans ce cadre-là, elle peut essentiellement découler de la présence de pigeonniers en milieu rural qui sont parfois de taille très importante. D'un autre côté, en milieu urbain, donc sur les villes, l'oie semble également assez caractéristique. Donc là, on le voit un peu moins parce que la proportion de coqs écrase totalement les autres proportions, mais ça apparaît statistiquement significatif. Donc la proportion d'oie
semble caractéristique du milieu urbain et donc pourrait signaler une certaine aisance dans la consommation. Donc pour revenir au bœuf, porc et capriné, donc comme on l'a vu, qui constitue la base de l'alimentation carnée, parmi eux, le bœuf constitue la principale ressource carnée, avec une proportion, donc ici en haut à droite c'est en poids de reste, relativement stable tout au long de la séquence. Dans cette classification, le porc apparaîtrait comme le second élément en fourniture de viande, et les caprinés prendraient la troisième place. Donc si le bœuf prédomine sur l'ensemble de la séquence, il apparaît également, à partir de ce critère, prédominant et assez nettement sur l'ensemble des contextes. Toujours est-il qu'on peut déterminer, enfin on peut observer des distinctions en fonction des types d'habitats que l'on voit nettement mieux à partir du nombre de restes. Donc ainsi, pour la teigne finale, on note par exemple une très forte proportion de porcs sur les habitats isolés. Donc ça c'est assez surprenant, je vais dire, par rapport aux autres régions qui avaient étudié précédemment, puisque dans le nord de la France, il me semble que le porc n'est pas prédominant sur les habitats isolés, il est plutôt prédominant sur les habitats groupés ou les oppidats. En Bourgogne, ensuite, on a une prédominance très nette, à la fois en nombre et en poids de reste, des bœufs sur les habitats groupés, les oppidats présentant une situation relativement intermédiaire. Pour la période romaine, le porc apparaît très caractéristique des pars urbana de villas et des villes. Donc on pourrait penser aussi qu'il signale des situations relativement privilégiées. Tandis que sur les pars rustica de villas ou les agglomérations secondaires, là encore, la situation apparaît relativement mixte. À signaler que sur les agglomérations secondaires, la proportion en poids de reste du bœuf écrase littéralement celle de porc et de mouton. Donc lorsqu'on s'intéresse à la gestion qui est faite de ces animaux, en commençant donc par le bœuf, l'analyse des âges d'abattage nous montre un net vieillissement des sujets consommés au cours de l'occupation, enfin, au cours de la séquence. Donc cela pourrait traduire en fait donc une réorientation entre guillemets de la gestion faite des bovins, avec au cours de la teigne finale une gestion mixte, donc qui concerne pour moitié des individus abattus avant l'âge de 4 ans, donc certainement dans un cadre de boucherie, et une autre moitié des individus de plus de 4 ans, avec notamment une bonne proportion d'individus de plus de 8 ans, qui semblent être conservés pour une utilisation de leur vivant, et donc consommés après réforme. À l'époque romaine, la situation change, et on observe une orientation préférentielle vers la conservation des animaux, donc vers une utilisation de leur vivant. Donc ça peut être pour des productions de lait, ou pour du travail, pour l'attraction par exemple. Et donc globalement, la viande consommée semble de moindre qualité. Cet aspect, donc sur le graphique en haut à droite, on le retrouve essentiellement sur les villes, où l'âge moyen est beaucoup plus important que sur les autres contextes. On peut noter à partir de ce graphique que les habitats groupés pour la teigne finale et les agglomérations secondaires pour la période romaine présentent des âges moyens beaucoup plus faibles que les autres contextes, donc signalent entre guillemets globalement en moyenne une meilleure qualité de viande consommée. Et c'est là aussi où le bœuf joue le rôle le plus important, à la fois en nombre et en poids de reste. Donc je reviens sur le cas des villes. On peut le voir en bas à droite, la consommation d'individus de boucherie, donc abattus avant l'âge de 4 ans, est assez faible, et même très très faible. Et il semble que sur les villes, on consomme quasi uniquement des sujets de réforme. Donc je crois que là aussi c'est assez surprenant. Sébastien Lepet, je crois dans le Nord, avait montré plutôt l'inverse, il me semble, en milieu urbain, plutôt une consommation de jeunes. Concernant le porc, on note un phénomène inverse. Donc les âges d'abattage traduisent un net rajeunissement des individus consommés, qui se caractérise en fait par une proportion croissante des individus abattus avant la fin de leur première année. Donc cet abattage plus précoce pourrait refléter deux types de modifications dans la gestion des élevages porcins, soit une maturité pondérale plus précoce, qui peut être reliée aussi à l'augmentation de la taille de ces animaux au cours de la séquence, puisque ces animaux augmentent à peu près de 15%, voient leur taille augmenter de 15% à peu près.
Et elle pourrait également refléter la mise en place de 2 portées par an, avec une production spécifique de cochons de lait, donc, qui correspondrait donc aux animaux de 0 à 1 an. Cette production, on pourrait la retrouver notamment sur les milieux urbains, où les cochons de lait y semblent très caractéristiques. Et donc pourrait signaler en fait un approvisionnement spécifique des villes, en plus de signaler une qualité meilleure en contexte urbain. Donc ces résultats se rapprochent de certains textes d'auteurs antiques, notamment, à titre d'exemple, j'ai cité celui de Columel, qui explique que dans les endroits proches des villes, on trouve de l'avantage à vendre les cochons de lait, et que la truie donc est plutôt disposée à donner une seconde portée. Donc elle peut en donner 2 par an. Voilà. Après je sais qu'il y a, notamment sur le porc, il y a des posters et d'autres communications qui devraient apporter beaucoup plus de détails que celles qui me permettent de présenter aujourd'hui ces résultats. Concernant les caprinés, une première information ressort de l'analyse du sexe ratio et concerne en fait la part croissante des mâles au sein de la consommation. Pour la plupart, il s'agit d'ailleurs de mâles castrés. Donc on voit que ces mâles représentent, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, 80% des animaux consommés, et ce, quel que soit le contexte. Donc là aussi, on a affaire à un changement dans la gestion de ces animaux, avec un fort développement de la pratique de la castration. La castration permettant d'améliorer en fait la quantité et la qualité de la viande, et également de la toison. Donc on aurait donc une exploitation, on va dire, accrue, on exploite au maximum un certain type d'animal. L'analyse des âges d'abattage nous montre en fait assez peu de choses, parce que le système est souvent le même, les âges moyens sont identiques, les classes d'âge consommées sont souvent identiques également. Les agglomérations secondaires livrent beaucoup plus d'animaux de réforme, donc certainement liés à une activité de production de laine et de lait. Mais les villes nous montrent une consommation d'agneaux, donc d'animaux inférieurs à 1 an, assez forte, et en tout cas beaucoup plus forte que sur les autres contextes. Donc là aussi, ça pourrait signaler un approvisionnement spécifique des villes. Et là encore, on peut se rapprocher de certains auteurs antiques. Un autre aspect qu'il me semble important d'aborder pour ces périodes, et qui est lié à la consommation de la viande, c'est le thème de la découpe. Donc au cours de l'Athènes finale, la découpe est nettement dominée par la désarticulation. En tout cas, les traces retrouvées sont essentiellement des incisions fines, donc liées à l'utilisation de couteaux. La séparation de la carcasse en deux se fait essentiellement par un arasement des corps vertébraux. Et l'emploi du couperet semble, en tout cas, apparaît plus important dans les oppida. Donc on pourrait dire là où l'impact de la romanisation est plus précoce et plus fort pour la période. On peut également souligner le rôle moteur des occupations militaires dans la mise en place de ces techniques de boucherie, en citant par exemple l'exemple de Mâcon, où on retrouve au 1er siècle avant Jésus-Christ tout un lot de scapulas, donc désarticulés au niveau de la cavité glénoïde par des grands coups de couperet, et désossés en long, puis rejetés. Donc c'est une découpe qui apparaît en tout cas très couramment à l'époque romaine, et assez rarement à l'Athènes finale. À l'époque romaine, on va par contre avoir une utilisation accrue du couperet dans tous les milieux, et la séparation en deux de la carcasse, qui auparavant était dominée par l'arasement des vertèbres, là va être dominée par la fente des vertèbres dans leur milieu. Donc cela correspond en fait, l'utilisation du couperet, à une intensification de l'exploitation des carcasses. On le voit, les carcasses sont beaucoup plus morcelées, on essaye d'en tirer le maximum, et correspond également à la mise en place de techniques de découpe rapides, qui semblent mieux adaptées à une production de masse, qui s'est notamment justifiée par l'accroissement des agglomérations et de la démographie. La découpe peut être abordée aussi par un autre moyen, c'est la distribution des quartiers de viande, en tout cas des ossements. Ces résultats nous montrent effectivement le traitement spécifique qui est réservé à la scapula, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était séparée de l'humérus par des grands coups de couperet, et ensuite désossée. Puis apparemment, elle fait l'objet d'un rejet assez singulier par rapport aux autres os des membres. Un autre aspect concerne par exemple la présence des carpetars, qui sont localisés avec les os des membres,
et donc il reflète une découpe assez basse sur ces os, plutôt entre les carpes tarses et les métapodes. Les métapodes et phalanges étant rejetés plutôt avec les thoraciques et les cervicales. Cette distribution donc, des ossements, donc tout à l'heure c'était un exemple à partir du bœuf, là c'est un exemple à partir du porc, permet également de qualifier la qualité des rejets en fonction des types d'habitat. Donc là c'est une première approche globale qui prend en considération, j'ai fini, je conclue après, qui prend en considération l'ensemble des sites que j'ai étudiés, puisque au final j'ai assez peu d'ensemble chronologique contemporain et pour un même contexte. Donc pour une première approche, j'ai tout pris. Et en tout cas, ça permet de voir, dans un premier temps, que la plupart des sites de la thème finale, en tout cas l'ensemble des habitats isolés, s'orientent vers la partie gauche du graphique, donc vers les épaules, les jambons et les têtes. Donc cela pourrait refléter une consommation privilégiée de ces quartiers de viande sur les sites de la thème finale, ou du moins sur les habitats isolés. Mais ça semble avant tout refléter des problèmes de conservation, en fait, puisque ces habitats isolés livrent la viande surtout par l'intermédiaire de fossés, donc où la conservation est quand même moins bonne, et donc pourrait refléter surtout les ossements qui se conservent en tout cas le mieux. Pour la période romaine, on observe par contre une concentration de l'ensemble des sites urbains dans la partie en haut à droite du graphique, donc vers les coxos, côtes, thoraciques, tibia, radioulna et lombaires. Donc là également, ça pourrait refléter la consommation privilégiée donc des filets, des jarrets, des poitrines sur les sites urbains, et donc on qualifiait ces régions anatomiques de morceaux de choix, entre guillemets, en tout cas des morceaux privilégiés qui rentrent plutôt dans l'alimentation du milieu urbain. Voilà, donc pour conclure, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt un récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. Ce qu'on observe, c'est des changements qui sont parfois importants dans la gestion de la plupart des animaux consommés, ainsi que dans les modes de découpe. Voilà, je sais que pour certaines espèces, mes résultats sont un peu trop vagues, donc j'invite à regarder, je crois qu'il y a un poster sur le cochon, la gestion du cochon, un autre, une communication aussi. Moi je me suis posé notamment pas mal de questions sur le fait qu'il y ait la mise en place de 2 naissances par an ou pas, donc si d'autres peuvent y répondre, j'en serais ravi. Voilà, merci. Merci de cette communication qui aborde d'autres thèmes importants, comme toute la question de la hiérarchie alimentaire en termes d'espèces, en termes d'âge d'abattage, en termes de pratiques comme la castration, et puis cette question aussi des tabous alimentaires par rapport au chien ou au cheval, qui va perdurer dans le temps, donc des changements de statut de viande qui ne sont plus bonnes à manger à un moment donné. Je vais vous inviter à poser quelques questions. Donc. Si ça marche, oui, ça. Alain Ferdière. Ma question, c'est à propos du bœuf, et en revenant d'ailleurs sur la question de la boucherie dont on parlait dans la communication précédente. Est-ce qu'on ne peut pas penser que, comme vous avez signalé, que l'âge d'abattage augmentait avec le temps, que c'est un effet de source si vous avez travaillé essentiellement sur des rejets de consommation, dans la mesure où les boucheries spécialisées augmentent en nombre et fournissent de la viande désossée aux consommateurs. Oui. Je suis assez d'accord. Mes résultats sont partiels. Effectivement, ils concernent qu'un certain type de contexte. Donc, c'est valable aussi pour les autres espèces. Ce que j'observe, c'est ce que disait tout à l'heure notre collègue, c'est que même au sein des rejets dominés par les rejets de consommation, on retrouve quand même des rejets d'abattage, enfin de boucherie, quoi, plus ou moins primaires. Et ces animaux-là ne présentent pas forcément, en tout cas, un âge relativement jeune quoi, par rapport aux autres. Ils s'intègrent assez bien au schéma que j'ai décrit. Après, effectivement, le cadre de rejet spécifiquement de boucherie, j'en ai pas étudié. Voilà, donc là la question se pose et il faudra y répondre par d'autres études en tout cas, qui pour l'instant sur la région ne sont pas très courantes.
Par rapport à la question de départ, lors de l'exposé, sur la question de la romanisation plus ou moins précoce, est-ce que vous avez pu apporter des éléments de réponse en comparant avec d'autres régions qui étaient fréquentées plus tard par les militaires, ou est-ce qu'il y a vraiment finalement des éléments d'une romanisation assez précoce dans cette région-là? Alors, pas à partir des éléments que j'ai donnés, mais à partir de l'augmentation de taille des troupeaux, notamment du bœuf. Il y a une publication sur l'Angleterre, et moi j'ai à peu près les mêmes proportions d'augmentation, mais décalées dans le siècle. Alors ça pourrait refléter une romanisation entre guillemets plus précoce. Après, le souci c'est que moi, en Bourgogne, par exemple, si je prends l'augmentation de la taille des bovins, l'augmentation de taille est très limitée en ce qui me concerne. Enfin, je n'atteins pas des tailles, même comme Sébastien a pu obtenir dans le Nord, je ne les retrouve pas en Bourgogne. Voilà. Et apparemment, en Angleterre, ils obtiennent un peu des résultats similaires. Voilà. Mais en tout cas, le début de croissance de ces animaux, pour moi, apparaît plus précoce en Bourgogne. Voilà. D'autres questions? Oui. Alors, sur la qualité du métal en lui-même, je ne pourrais pas vous répondre. Fer ou bronze, là je suis incapable de vous répondre. Pour le couteau, apparemment les Gaulois utilisaient la plupart du temps le couteau, donc ils pouvaient tout faire avec. Et à l'époque romaine, on utilise essentiellement la feuille de boucher, donc le couperet. Et c'est pareil, on ne va pas parler de désossements avec une feuille de boucher, mais on peut désarticuler, il suffit de trancher. Voilà. Donc la plupart des étapes de la boucherie peuvent se faire avec l'un ou l'autre. Tout dépend du temps que l'on veut y passer, je suppose. Donc sur ce sujet, Christian Vallet pourra peut-être nous répondre. Il a gentiment apporté des outils de découpe qui ont été forgés dans des lingots d'époque romaine et qui représentent donc l'outillage, je pense, de base d'un boucher à la période romaine. Non. Oui, on pourrait commencer par une présentation des outils. Donc, je vous invite à un moment de pause, mais qui va être nécessairement réduit, parce qu'on va s'arrêter pendant 1 heure. Mais je vous invite à écouter Christian qui va nous présenter les outils, et puis à aller dans la petite salle à côté pour écouter la présentation de différents posters. Donc, un poster de Ginette Auxiette sur le décryptage des manières de consommer au cours des 6 siècles précédant notre ère, donc concernant le mouton spécifiquement. Un poster de Delphine Frémondeau qui concerne le cochon et en particulier la gestion du cochon, donc les rythmes saisonniers de l'élevage porcin sur 2 sites archéologiques de période chalcolithique et période gauloise. Et Audrey Renaud qui va présenter un poster sur l'approvisionnement et l'alimentation carnée dans la cité antique de Némésus à Nîmes, entre le 2e avant et le 2e après Jésus-Christ.
Merci. Donc on se retrouve dans 1 heure pour la suite des communications orales.